L'occasion faisant le larron, voici une recette de cœur de biche. J'ai un ami chasseur qui m'a ramené des morceaux de biche la semaine dernière. Dans le lot, du foie de biche, un demi-cœur de biche, et un morceau de cuisseau de biche. Le demi-cœur étant un peu petit pour 2 personnes, j'ai ajouté un morceau de cuisseau de cerf. J'ai enlevé les parties dures, notamment les veines et les artères. Ensuite j'ai concassé un peu de baie rose, et j'ai fait chauffer l'huile d'olive dans une poêle anti-adhésive. Une fois qu'elle était bien chaude, j'ai poêlé la viande pendant 2 à 3 minutes de chaque côté. Ses traits se décomposèrent et j'eus l'impression que je tenais entre mes bras le cadavre de ma mère. Je posai mes lèvres sur les siennes, et elle devint livide comme la mort. Ce vieillissement a été brutal. Entre 18 ans et 25 ans mon visage est parti dans une direction imprévue. Je le vois maintenant. Il ressemble moins à un présent qui devrait être chéri, qui devrait être transmis à mes enfants, qu'à quelque chose qui fait partie de moi. Et pourtant, vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection, étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous, mon ange et ma passion. Je m'aperçois bien souvent au cours des heures de classe que je n'écoute plus, que je suis ailleurs. Où cela? N'en ayons pas trop honte, la vie sexuelle de la femme adulte est encore un continent noir pour la psychologie. La philosophie naturelle est le génie qui a eu raison de mon destin. La vie et la mort m'apparaissent comme des limites idéales, qu'il y a lieu de surmonter, avant de répandre sur le monde obscur un torrent de lumière. Je fixe, j'observe, j'analyse en détail les causes et les effets, les passages de la vie à la mort et de la mort à la vie. Je les regarde gagner mes traits un à un, changer le rapport qu'il y a entre eux, faire les yeux plus grands, le regard plus triste, la bouche plus définitive, marquer le front des cassures profondes. J'ai un visage lacéré de rides sèches et profondes, à la peau cassée. Cueillez, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur la vieillesse, fera ternir votre beauté. Et ces moments souvent très longs, pendant lesquels je ne suis plus en classe, ils ne sont pas de nature différente à ceux auxquels l'on assisterait si l'on était attentif au discours du maître. Si j'appliquais par exemple une figure géométrique, puisque c'est un cours de maths, à ce qui fait partie d'une autre perfection pendant les moments où je suis dans d'autres pays. Là-bas. J'ai dû devenir intime avec ce que je ne connais pas, avec mes peurs et mes doutes, avec mon agitation. Il me paraît impossible d'en parler autrement que d'une façon mystique. Je vous le dis encore une fois, aucun maître dont la sagesse vient de nature, ni aucun maître en écriture, ni aucun de ceux qui en restent à l'obéissance des vertus, ne le comprennent ni ne le comprendront, s'il y a quelque chose à comprendre. Soyez-en certaine, raison, car personne ne le comprend, sinon seulement celui qui poursuit l'amour. Nous sommes éduqués pour rechercher et perpétuer un amour privé, corporatif. Notre amour se dirige vers une personne, pour toujours. La plus grande célébration de notre vie est l'engagement envers cette personne. Notre famille et nos amis nous fêtent avec des plats et une centrifugeuse. Pourtant ce genre d'amour n'est pas suffisant, même si c'est le plus grand amour de notre vie. Ce dont nous avons besoin en ce moment, c'est d'un amour radical, global, qui grandisse du plus profond de nous-mêmes pour englober toute la vie. Ça fait bizarre de vous parler sans vous voir. Je vais essayer de
de vous imaginer quelques instants. Voilà. Je voudrais vous parler d'une obsession que j'ai, d'une obsession nocturne. Je fais beaucoup de rêves en ce moment, des rêves de robes très lourdes, très imposantes, que je porte ou qu'une autre femme porte, une sorte de double de moi-même, peut-être. Je rêve aussi beaucoup de cheveux, très longs. Et ça m'a questionné, cette présence la nuit de ces robes, de ces cheveux. Et puis, tu as compris qu'ils étaient liés à la Vénus anatomique, à cette poupée de cire qui a été créée en 1780 dans l'atelier du musée de physique et d'histoire naturelle à Florence. On y reviendra parce que c'est un objet, la Vénus anatomique, et une période aussi, la fin du XVIIIe, qui sont déterminants pour nous. J'ai amené avec moi un rêve. Alors, tu en as fait beaucoup et nous avons dû choisir, mais je vous propose qu'on l'écoute. « 27 août 2020. Je cherche à rejoindre une femme qui a de très longs cheveux. J'ai moi aussi de longs cheveux qui vont jusqu'au sol et font 2 fois ma taille à peu près. Il faut que je les porte avec mes bras pour avancer. Sans ça, je ne peux pas marcher. Ils sont gris, ils sont moites aussi, comme de la peau. Ça me dégoûte un peu. Je cherche la femme avec mes yeux et tout à coup j'aperçois une longue chevelure ondulée, tellement belle qu'elle en est presque fausse. J'arrive pas à la rejoindre à cause de mes cheveux, ils sont trop encombrants. Elle a disparu, et quand je regarde mes cheveux dans mes bras, ils sont devenus un morceau de chair informe, une sorte d'embryon, sans queue ni tête. Plus tard, je retrouve cette femme. On est au bord de la mer ou d'un lac, je sais plus. Tout à coup, elle dit « J'ai vu un animal » et elle plonge au fond de l'eau. Je la suis et je la vois déterrer quelque chose dans le sable. C'est un corps crucifié. Je crois qu'il y a un piège accroché à sa gueule. La femme m'explique que ce qui enserre la gueule du crucifié est capable de tuer, la gueule étant directement connectée au cœur. Elle prend l'objet dans ses mains et elle me le montre, et elle m'explique qu'il s'agit d'une bride de commère, et que cet objet était utilisé au XVIIe siècle en Angleterre pour faire taire les femmes jugées nuisibles ou trop bruyantes. On la positionnait sur la tête et une sorte de repoussoir maintenait la langue en place pour qu'elle ne puisse plus bouger. Et si la langue se mettait à bouger, elle risquait de se faire lacérer. Ce rêve vous donne un peu le ton de ce qui nous a habités ces derniers temps. Avant d'aller plus loin, peut-être, vous avez dû remarquer, je passe un peu d'un pronom à l'autre. En fait, le pronom « je » ne correspond plus assez avec ce que je pensais être le « je », c'est-à-dire une femme aux contours bien nets, bien distincts des autres individus et des autres formes de vie aussi. Du coup, je ressens le besoin d'élargir un petit peu ce « je » à un « tu » ou à un « nous » ou même à un « vous ». Alors, qui sont-elles ou qui sont-ils, ces autres pronoms? À qui est-ce que je m'adresse, en fait? Je ne sais pas encore. Je crois que je préfère laisser ça ouvert pour le moment. Mais ce qui est sûr, c'est que nous ne sommes pas seuls quand je parle. Nous sommes venus avec un cœur. Il est très lourd, 8,5 kg à peu près, et très gros. Je vais le poser, il est un peu lourd. Il y a une expression en français qui dit « avoir le cœur gros », et c'est tout à fait ça. Ce que tu ressens en ce moment, c'est beaucoup de tristesse face à la situation de crise totale que nous sommes en train de vivre. On se demande aussi si le cœur peut être gros d'autre chose que de tristesse.
s'il peut être gros de joie, si on peut par exemple le remplacer par de la joie ou par de l'enthousiasme. Et si la langue française nous l'autorise, alors je peux dire que tu as le cœur gros de joie face aux changements profonds qui sont en cours. J'ai très envie d'y croire, en tout cas. J'ai hésité assez longtemps avant d'amener ce cœur. Je voulais d'abord amener un cerveau, un gros cerveau. Pas triste, mais un cerveau malade. Ça t'a beaucoup obsédé, cette histoire de cerveau malade. Et puis nous nous sommes posé la question de savoir qui, entre le cœur et le cerveau, avait le plus besoin de nous. Et la réponse a été assez claire. Le cœur. Je ressens des palpitations dans le cœur, là maintenant, mais ça fait presque 6 mois. À certains moments de la journée, c'est vraiment très, très, très présent. Du coup, j'en ai parlé à un docteur et il a découvert que j'avais un nodule à la thyroïde. La thyroïde, c'est une glande qui est là à peu près et qui est très souvent attribuée aux femmes. En tout cas, moi, je l'ai toujours attribuée aux femmes puisque ma mère a un problème à la thyroïde qu'on a souvent associé à ses sautes d'humeur. C'est intéressant parce que la thyroïde est collée à la pomme d'Adam, qui, de par son nom, directement associé aux hommes, et continue de porter le péché originel, le péché d'Adam. Alors c'est là, justement, que j'ai une grosseur. Le docteur a pensé que cette grosseur était la cause de mes palpitations, et en fait, après plusieurs examens, rien n'a indiqué ça. Du coup, je ne sais toujours pas d'où viennent ces palpitations. Et c'est en lisant un livre de Marguerite Porete sur l'amour, Marguerite Porete, c'était une mystique au XIVe siècle, que tu as commencé à entendre ces palpitations différemment. Son livre, Le miroir des âmes simples et anéanties, c'est un livre magnifique sur l'amour le plus total, le plus libéré de toute contrainte. Il a tellement touché les gens à son époque qu'on a fini par le brûler et par brûler Marguerite Porete avec lui. À l'époque où elle a écrit ce livre, en 1300 à peu près, le cœur était la partie la plus importante du corps humain. C'est-à-dire que l'âme n'émanait pas du cerveau, mais du cœur. Ça nous a complètement ébranlé, cette idée qu'à la place du cerveau, qui est si présent aujourd'hui, nous puissions avoir un cœur. C'est-à-dire, imaginez que c'est avec le cœur que j'agis et que je pense. Et puis toujours à l'époque où Marguerite Porete a écrit son livre, la circulation du sang n'était pas pensée de la même manière qu'aujourd'hui. Le sang partait du cœur pour aller vers l'extérieur. C'est-à-dire que le sang ne revenait pas vers le cœur, comme nous le savons maintenant, par un système d'aller-retour à circuit fermé. Mais alors, où allait le sang ? Et quand le sang partait du cœur, de quoi était-il chargé ? C'est une vraie question que je me pose et qui, je crois, est liée au sentiment de solitude que je ressens en ce moment. Mais si le sang pouvait sortir du cœur et circuler au dehors du corps, il devait être plein de toutes sortes de choses, de toutes sortes de gens, d'odeurs, de sueur, de poils, de terre, de poussière. Peut-être même que le sang pouvait entrer dans d'autres corps, dans d'autres cœurs. Je pense à la biche, par exemple. À la biche qui a été tuée, rappelez-vous, pour me sauver, dans les contes d'enfants et du foyer, c'est ça, les contes d'enfants et du foyer des frères Grimm, en 1812. Cette biche a été tuée pour que je puisse continuer à vivre, pour m'empêcher de mourir.
tu voudrais prendre un temps pour penser à cette biche qu'un chasseur a dépossédée de son cœur. J'ai reconstitué ces battements et nous allons... on va l'écouter. C'est drôle parce qu'à chaque fois que tu écoutes les battements de son cœur, je ne pense pas à la vie de la biche, mais je pense à sa mort. Je la vois très très clairement allongée, les yeux ouverts, tournés vers le vide, et je vois son ventre avec un trou à la place du cœur. Et quand je vois ce corps de biche, je vois aussi mon propre corps. C'est comme s'ils se superposaient. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand est-ce que ton corps est mort ? Et pourquoi je pense que ton corps est mort alors que mon corps est vivant de toute évidence ? Bien, je crois que notre corps est mort plusieurs fois, des centaines de fois, peut-être même des milliers de fois, qu'il a été la proie de nombreux chasseurs. Et pourtant, on ne parle jamais de cette mort. On ne parle que de notre naissance. La naissance de Vénus, c'est devenu un thème en art, la naissance. Et de notre mort, on n'en entend jamais parler. En tout cas, j'en ai jamais vraiment vu, je crois, la représentation. Nous avons amené le dépôt, enfin ce qui reste, de conversations que j'ai eues avec une très vieille Vénus, qui aura bientôt 92 ans, et dont nous sommes très proches. Elle nous a légué une partie de son être, qui est juste là, et qu'elle a formé en parlant. C'est-à-dire qu'elle a pétri cette pâte tout le long de nos discussions, avec ses mains. Et nous considérons cet objet comme un être à part entière, puisque, en plus de ces mots, la Vénus a inséré des éléments de son quotidien. Ses médicaments, son vernis à ongles, une rose, un radis, sans parler de tous ces microbes. Cet être a aussi une parole que nous avons reconstituée à l'aide d'un générateur de texte artificiel. Il s'agit donc d'un mélange entre les mots de Vénus qu'elle a prononcés pendant nos discussions et ceux produits par un algorithme, Transformer, avec lequel nous avons interagi ensemble. Je n'aimerais pas me reproduire tel que je suis. Mon corps, que j'apprends encore à accepter, était destiné à donner et à recevoir de l'amour. Quand je le vois maintenant, il ressemble moins à un présent qui devrait être chéri, qui devrait être transmis à mes enfants, qu'à quelque chose qui fait partie de moi. J'ai longtemps essayé de devenir la personne que j'imaginais être moi. La fille qui ne se voyait pas, elle était noire et ses cheveux étaient partout. Mais la fille qui existait dans le miroir était une fille blanche, et elle avait le contrôle. Aujourd'hui, je ne sais pas trop comment je suis. Je regarde pas mon corps. Je me considère comme un esprit. Si je m'aime pas, si je me rejette, il n'y a plus que cette possibilité.
La parole que nous venons d'entendre est une sorte de legs. Elle te pousse à me demander ce qui, en nous, résiste à se transformer. Qu'est-ce qui subsiste de cette parole que tu viens d'entendre et que tu n'arrives peut-être pas à surmonter? Je pense au conflit qui se joue dans le miroir entre une femme noire et une femme blanche. Je pense aussi au rejet du corps, à la place qui est donnée à l'esprit. Et je pense à ce corps que tu décris comme un réservoir pour donner et recevoir de l'amour. Ce qui nous ébranle, c'est que nous pensions en avoir terminé avec tout ça, avec cette manière très très binaire de voir les choses. Est-ce qu'on continue encore aujourd'hui de séparer le corps de l'esprit? Est-ce qu'on relègue encore les corps noirs à l'arrière-plan des corps blancs? Est-ce qu'on perçoit encore le corps féminin comme une matière ou comme un espace pour aimer et pour enfanter? Eh bien oui, on s'est rendu compte que cet héritage que tu m'as légué était toujours actif, qu'il continuait de m'intoxiquer en quelque sorte. Je voudrais essayer de faire ressortir cette histoire qui est entrée littéralement dans mon corps. Il y a quelques semaines, j'ai découvert une image de Vénus anatomique. Et depuis, j'arrête pas d'y penser. C'est une image qui t'obsède, la nuit surtout. La Vénus anatomique, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un corps de femme qui a été créé en 1780 à peu près, dans l'atelier d'un musée, le musée de physique et d'histoire naturelle à Florence. Et si j'ai bien compris, ce musée s'intéressait à l'étude de la nature étant alors comprise à la fin du XVIIIe siècle, à cette époque, comme une œuvre divine. Et c'est dans le cadre de cette étude de la nature que ton corps a été observé sous tous les angles, et que suite à ça a été créée la première Vénus anatomique. Elle était construite en plusieurs parties, le plus généralement 7, qu'on pouvait enlever une à une. Elle était démontable en fait. Et la dernière partie, la plus enfouie, la plus profonde, était un fœtus. Je vais vous montrer une image, ça sera plus parlant. Voilà. Voilà, donc le corps de Vénus avec le fœtus. Face à ce corps et à ce fœtus, je continue de voir la biche. C'est une image de mort, quoi. Mais pourtant, cette Vénus inaugure quelque chose de très important, de nouveau. Elle inaugure mon corps. Avant le XVIIIe siècle, le corps de la femme n'existait pas. Enfin, il n'était pas considéré comme un corps à part entière. Le corps de la femme, c'était quelque chose de mou, sans réelle consistance, et surtout quelque chose de malade. Mais là, pour la première fois, avec cette Vénus qu'on pouvait ouvrir pour regarder à l'intérieur, mon corps s'est mis à exister pour la première fois. Et le problème, c'est ça qui nous trouble, je crois, c'est que ce premier corps de femme existait, mais pour une chose, pour sa capacité à enfanter. Sa fonction, c'était ça, c'était d'être un corps reproducteur, blanc, avec lequel il était possible, et même urgent, pour les hommes à cette époque, de construire une nation. Alors, je crois que si je vois la mort dans ce corps, si je vois une biche éventrée, c'est ça, c'est que, à l'origine de mon corps, hétéronormé, aux parties génitales bien localisées, qu'on appelait à l'époque la matrice, il y a cette volonté violente de préserver en fait les limites d'un corps blanc et pur.
J'ai amené plusieurs choses pour essayer de refabriquer ce corps. Je voudrais le refabriquer pour essayer de m'en distancer un peu. Alors je sais, ça paraît peut-être un peu contradictoire, mais je pense que c'est en regardant ce corps à nouveau, en face, qu'il sera peut-être possible de nous en défaire. Alors nous allons commencer avec de la cire. C'est de la cire jaune, idéale pour le modelage. Alors c'est avec de la cire que les Vénus anatomiques étaient fabriquées. Je vais la couper en petits morceaux. Alors c'est pas facile, mais on finit par y arriver. Je fais chauffer de l'eau en même temps. Voilà. Prêt. C'est un matériau assez intéressant, la cire, parce que c'est un matériau qui n'est pas fixe. Ça paraît pas comme ça, mais une fois solide, la cire peut redevenir liquide et prendre de nouvelles formes, à l'infini en fait. Du coup, c'est un matériau assez intéressant. Voilà. Voilà. Alors on va la mettre à fondre un petit peu. Alors j'ai oublié d'allumer le réchaud à temps, donc il se peut que ça soit un petit peu difficile à modeler, on va voir. L'élément vital de ce corps, c'est le cœur. Donc il n'a pas de cerveau, mais un cœur. C'est son organe principal. Alors on va voir, oui, ça n'a pas assez chauffé, mais c'est pas grave, on va modeler ce corps un petit peu comme ça.
Ça chauffe dans les mains. Voilà, à peu près. Alors, nous ajoutons des cheveux, beaucoup de cheveux. Ces cheveux, c'est toute une partie de l'histoire qui n'est jamais racontée. C'est toute une partie de l'histoire qui s'est déroulée dans des couloirs, dans des chambres, dans des antichambres. Des poils, très important, puisque le corps de Vénus a été rasé. En ajoutant ces poils, nous voulons nous rappeler que la femme, telle qu'on se la représente encore aujourd'hui, est une fiction totale. Alors ça, c'est un cadavre de guêpe que j'ai retrouvé sur le bord de ma fenêtre la semaine dernière, morte de vieillesse, très certainement. Le corps de Vénus, c'est un corps qui est porteur de vie, bien sûr, mais porteur de mort aussi. Des feuilles mortes en décomposition. Des pépins de pommes. En les réduisant en poudre, je vais les réduire en poudre avec un mortier. Voilà, alors en les réduisant en poudre, les pépins de pommes produisent de l'amygdaline. Voilà. Et l'amygdaline, c'est un mélange de cyanure et de glucose. Donc c'est très dangereux pour la santé humaine. Voilà. Le corps que nous refabriquons, c'est un corps qui est infesté d'histoires violentes et meurtrières. Et puis, la pomme a donné son visage au fruit défendu, qui vraisemblablement est encore coincé dans nos gorges. De la vase.
récupérés ici et formés de sédiments provenant d'animaux et de plantes mortes. Donc là encore, c'est la vie à travers sa décomposition. Les deux sont liés. Et puis, Vénus, elle est dans la mer quand même. Donc, j'imagine qu'elle est pleine de limons et de résidus. Alors, voilà, notre Vénus, c'est une ébauche. On est loin, bien sûr, de la Vénus à la beauté classique. Les sculptures grecques et la peinture de la Renaissance ont vraiment accaparé notre imagination. C'est vrai que quand on ferme les yeux et qu'on pense à Vénus, la première chose qu'on voit souvent, c'est une Vénus imberbe, toute rose. Mais pour nous, Vénus, c'est ça. C'est un corps qui est chargé d'histoire, très sale, très souvent très sale, et qui est ridé aussi, qui a plein de temporalité. Et puis, c'est un corps qui est très loin d'être celui d'une femme, qui déborde de ce concept. Il y a une phrase d'Empédocle, je vais m'en souvenir. Car je fus, pendant un temps, garçon et fille, arbre et oiseau, et poisson perdu dans la mer. Quand je repense à cette phrase, je me dis que c'est incroyable qu'on en soit arrivé là, qu'on en soit arrivé à ce corps qui est tellement séparé du reste du monde, du reste des vivants. Et je vois le sang qui sort du cœur pour aller dehors, qui sort du cœur pour chercher à redevenir ce garçon et cette fille, cet arbre, cet oiseau et ce poisson perdu dans la mer. Je voudrais remercier plusieurs Vénus qui sont avec nous ce soir, même si elles n'ont pas pu être là physiquement. Ma grand-mère, Mayotte Bolac, pour sa confiance, même si je sais que ce n'est pas facile avec son histoire. Sa sœur, Françoise Bauroy, qui est restée dans l'ombre du monde patriarcal des années 50 et à qui je m'adresse particulièrement ce soir. Marguerite Duras, pour son ouverture fracassante dans son livre L'Amant. Marguerite Porete, pour son immense liberté de penser et d'aimer dans un milieu très très hostile. Adrienne Mary Brown, pour son appel radical à l'amour. Marie Shelley, pour l'audace de son Frankenstein. Ursula Le Guin, pour son invitation à retisser l'histoire. Fanny Aboulker, pour sa manière unique de broder avec la langue française. Sarah Kellal, pour le dialogue ininterrompu que nous avons depuis des années. Et enfin, Anna Bedwell, pour l'intelligence qu'elle insuffle, une intelligence de sorcière. Je voudrais aussi remercier Christian Alandette pour son invitation et toutes les personnes travaillant au FEL et à la Rocade qui ont rendu cela possible. Marie-Pierre Batani, Maïwen Carpier, Pauline Ignacio, Paul Le Gall, Pierre-Alain Le Guilchard, Clémence Pelter et Pauline Huguin. Et bien sûr, je vous remercie, vous, pour être là, avec vos cœurs, même si nous sommes séparés. Et maintenant, je vous propose qu'on aille enterrer joyeusement ce corps. Je crois que c'est nécessaire si on veut pouvoir passer à autre chose.